bonsoir à tous. Je suis Delphine Manceau, directrice de la division corporate de SCP Europe. Je représente ce soir Édouard Husson, notre directeur général. Je voudrais, Monsieur Dubrulle et Monsieur Pélisson, vous remercier d'être avec nous ce soir, de venir échanger avec les étudiants, de répondre à leurs questions, de partager votre expérience. Votre venue nous est particulièrement chère parce que vous incarnez de nombreuses valeurs qui sont des valeurs que partage ESCP Europe. Je crois que vous incarnez la réussite de l'entrepreneuriat dans ce qu'elle peut avoir de meilleur. Je regardais votre biographie ce matin. C'est à 29 ans que vous avez fondé le groupe Accor, qui est aujourd'hui, inutile de le rappeler, un groupe de taille mondiale, avec des marques de référence sur chacun de ses segments, Sofitel, Novotel, Ibis, F1, Mercure, et je n'en cite que quelques-unes. 160 000 collaborateurs, c'est impressionnant, 92 pays. Donc, au-delà de cette taille, vous incarnez aussi d'autres valeurs. Vous incarnez l'esprit d'aventure et le succès d'une aventure telle que la vôtre. Un tandem stable dans la durée, une histoire d'amitié. Vous en parlerez sûrement et je sais que les étudiants... Non. Alors, vous n'en parlerez pas. Et puis aussi une succession préparée et réussie. Je voulais simplement dire que ces valeurs, elles sont en phase et en résonance avec les valeurs de ESCP Europe. ESCP Europe, c'est une école de management très internationale. Nous n'avons que 90 nationalités. Ça fait presque écho à vos 92 pays d'implantation. 5 pays, donc 90 nationalités dans nos étudiants, je n'ai pas précisé, mais je pense que c'était clair, 100 partenaires à travers le monde et puis 5 campus d'implantation en Europe. Donc l'international fait partie de notre ADN, l'entrepreneuriat aussi, l'option entrepreneuriat est une des options phares de cette école. L'esprit d'entreprendre est une de nos valeurs fondamentales. Demain, nous aurons un grand événement autour de l'entrepreneuriat à l'école auquel j'ai le plaisir de vous inviter si vous avez le loisir de venir voir nos jeunes entrepreneurs. ESCP Europe, c'est aussi la proximité avec les entreprises. Au-delà des 4000 étudiants que nous formons chaque année, nous formons également 5000 managers confirmés dans nos programmes de formation continue. Et nous travaillons de manière très étroite avec les entreprises, à la fois à travers les stages, à travers nos chaires de recherche et d'enseignement, et à travers l'ensemble de nos collaborations pédagogiques. Pour toutes ces raisons, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir ce soir. C'est une initiative conjointe, à la fois prise par les étudiants et par les équipes de l'école, puisque cet événement a été organisé conjointement par l'association Tribune, par Start Me Up et par le service des relations entreprises qui est chargé de développer et d'entretenir les liens étroits de l'école avec les entreprises. Donc cette soirée incarne aussi les différentes parties prenantes de l'école et les collaborations que nous pouvons mettre en place. Donc, nous sommes encore une fois ravis de vous accueillir. Merci d'être là. Je suis sûre que les étudiants sont très impatients de vous écouter, donc je ne serai pas plus longue. Je vais simplement passer la parole à Raphaël, qui, au nom des étudiants, va également vous souhaiter la bienvenue, et avant de vous écouter directement. Voilà, bonne soirée à tous. Bonsoir à tous. Juste quelques mots. Merci beaucoup, Madame Manceau. Je voudrais simplement remercier d'abord l'association Start Me Up avec laquelle Tribune ESCP s'est associée pour cet événement. Donc Start Me Up, c'est une association qui promeut l'entrepreneuriat social et l'investissement dans les jeunes entreprises. Et aussi le Journal des grandes écoles et des universités et le cabinet d'audit et de conseil Ernst & Young. Alors, Accor Hotel, c'est une aventure formidable. Au départ, messieurs Pélisson et Dubrulle, vous étiez seuls. Aujourd'hui, comme l'a rappelé Madame Manceau, c'est plus de 160 000 collaborateurs, c'est 92 pays d'implantation, plus de 3 500 hôtels et presque 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors, comment votre tandem a-t-il pu réaliser une telle success story ? Est-ce qu'il y a eu des hauts, est-ce qu'il y a eu des bas ? Comment vous avez réussi à surmonter tous les obstacles ? J'espère que ça sera autant de questions que vous pourrez poser à nos invités juste après que Clément et Manon aient posé leurs questions. Mais on va d'abord commencer par une petite vidéo pour vous présenter le groupe Accor et l'aventure formidable de nos deux invités de ce soir. Merci à tous et bonne soirée.
deux, on a réussi, je crois, à faire quand même une chaîne hôtelière qui était notre ambition tous les deux. Début des années 80, Paul Dubrul et Gérard Pélisson fascinent. Accor s'appelle encore Novotel, et les deux patrons dirigent l'entreprise d'une main de maître. Le fonctionnement du couple d'entrepreneurs intrigue. Gérard, le financier, et Paul, le créatif, sont jeunes, intrépides, et n'hésitent pas à casser les codes. Je voudrais prolonger la question par quelque chose de concret. Supposons... On a dit qu'on n'en parlait pas. Ah bon, non, mais c'est pas ça dont on parler. Non. Ah bon, ouais. C'est pas croyable qu'il est cabotin quand même. À l'origine, une rencontre entre les deux hommes au début des années 60. La France est en chantier. Nous sommes en pleine Trente Glorieuses. À l'heure des autoroutes et des supermarchés, Paul Dubrul rentre des États-Unis avec une idée fixe, imposée à une France qui n'a presque pas construit d'hôtel depuis le début du siècle, le modèle Holiday Inn. Il rencontre Gérard Pélisson, passé par IBM et le MIT de Boston. Gérard réunit des actionnaires, mais ce n'est pas suffisant. Paul décide d'aller soutirer à son père le million manquant. Quand j'allais chez mes parents, il avait tellement peur que je lui demande de l'argent que quand je rentrais dans une pièce où il était, il sortait par une autre porte. On a été Paul à le convaincre, mais enfin, il était partant pour faire le premier hôtel. En 1967, le premier établissement ouvre ses portes à Équin, l'aéroport de Lille. Personne n'y croit. Pourtant, le concept Novotel est là. Des bâtiments modernes, offrant confort aux abords des autoroutes, avec comble du luxe pour l'époque, une salle de bain par chambre. Les hôtels 3-4 étoiles, ils avaient quelques chambres avec salle de bain. Mais faire un hôtel 3 étoiles avec une salle de bain par chambre, c'était jamais vu, bien sûr. Le premier hôtel a fait 62 chambres avec salle de bain, mais les normes hôtelières ont obligé à mettre une salle de bain commune, c'est-à-dire que l'hôtel avait 63 salles de bain et 62 chambres. Et c'est un succès. La chaîne fait des petits partout dans le pays, mais il manque un établissement emblématique de grande taille. La chance va sourire à Novotel au début des années 70. Bagnolet, une banlieue à l'est de Paris, souhaite se doter d'un hôtel de 600 chambres. Les grands groupes refusent. Gérard et Paul, eux, flairent la bonne affaire. Nous aurons donc 600 chambres, 2 types de restauration, une piscine. Ah bah oui, c'est un pari, c'est risqué. Nous, on pensait que ça réussirait, mais vous savez, quand vous jouez 10 fois le capital de votre société, si ça ne marchait pas, on était coulé. La communauté financière, économique a vu quand même cet hôtel, 600 chambres, Bagnolet, c'était pas banal, il marchait, tout d'un coup notre groupe a commencé à exister. La chaîne a existé. Novotel enchaîne les succès, mais très vite, Paul et Gérard prennent conscience que le marché du 3 étoiles est limité en France. Ils décident alors de s'attaquer au marché du 2 étoiles. C'est ainsi que naît Ibis, le premier établissement ouvre ses portes à Bordeaux en 1974. On s'est dit, bon, Novotel marche, mais il y a une clientèle qui serait sans doute prêt à payer moins cher, un tiers moins cher, et donc on va faire des Novotels un tiers. Donc on a réduit la chambre, on a réduit un peu les services, et puis on a travaillé tout ce qui pouvait travailler avec Robert Larrivée. Après ça, tout le monde nous a copié. Et donc le problème d'ailleurs, c'était d'aller après, quand on a eu démarré notre hôtel et qu'Ibis est arrivé, le problème c'était d'aller plus vite que les autres. Paul et Gérard peuvent désormais s'attaquer à la concurrence. Ils ont de l'appétit et commencent par dévorer en 1975 Mercure, une chaîne montée par des anciens de Novotel. Les deux hommes goûtent aussi à la restauration. Le succès n'est pas toujours au rendez-vous. Cependant, une enseigne triomphera, Courte Paille, qui marque les débuts d'un futur talent du groupe Accor, Gilles Pélisson. Mais le défi, c'est en 1980, quand Paul et Gérard s'attaquent à Sofitel, la chaîne d'hôtels 4 étoiles. Sofitel leur avait été soufflé en 1976 par Jacques Borel, le pape de la restauration d'autoroute. À Font-Lavé, 4 ans plus tard. Alors Jacques Borel s'est lancé dans l'hôtellerie en se disant, on va quand même, ces deux jeunes-là, Dubrul et Pélisson, ils réussissent dans l'hôtellerie, donc moi, je dois forcément faire mieux. Il y avait des hôtels quand même assez hétérogènes, des hôtels d'autoroute, 4 étoiles, ce n'est pas tout à fait la cible. Ça a été la chute de Jacques Borel, parce qu'il avait payé très cher, cette affaire ne marchait pas, et ça a entraîné la chute de Borel. En
fusionnant avec le groupe Jacques Morel International, Paul et Gérard héritent au passage d'une nouvelle activité qui deviendra le second pilier de l'entreprise, les tickets restaurants. Paul et Gérard sont désormais à la tête d'un véritable empire hôtelier. En 1983, l'ensemble des activités est regroupé sous un nouveau nom. Novotel devient Accor. L'année d'après, Paul et Gérard innovent encore en s'attaquant au marché de l'hôtel très économique. C'est la naissance de Formule 1. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut sortir, produit moderne, 70 francs la chambre, et on dit à notre directeur technique, qu'est-ce que tu peux nous faire pour 70 francs la chambre? Et voilà, il nous dit, au bout d'un mois, je ne peux pas faire de salle de bain, à la limite, je peux faire un bloc tous les 4 chambres. Dans notre comité de direction, on a eu les 2 tiers qui ont dit mais c'est pas pensable, c'est la régression, c'est vous qui avez inventé toutes les chambres avec salle de bain, et puis donc maintenant vous supprimez les salles de bain. Et c'est comme ça qu'on a construit le premier à Évry, qui s'est avéré très bien marché, et puis qui a été lancé. Gérard Pélisson, Paul Dubrul, nous faisons chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Accor est désormais un groupe d'envergure internationale. Paul et Gérard, ses fondateurs, sont reconnus comme 2 des meilleurs entrepreneurs du pays. D'autres marques suivront, Motel 6 et Tapotel, Suite Hôtel, liant à jamais les 2 hommes qui ont désormais passé la main et se consacrent à leurs passions respectives. C'est un ami dans lequel on a eu une confiance totale. À l'autre, s'il a besoin de moi, je suis là. Si j'ai besoin de lui, il est là. Je pense que l'on peut dire que sans notre entente, l'un ou l'autre seul n'aurait pas réussi ce que nous avons réussi ensemble. Bienvenue à vous, Monsieur Bozek, Monsieur Pélisson et Monsieur Dubrul. Nous allons commencer l'interview avec vous, Monsieur Bozek, auteur du livre Le bonheur d'entreprendre, de Novotel à Accor, une formidable aventure humaine. D'abord, pourquoi et pour qui avez-vous écrit ce livre ? Pour vous, d'ailleurs j'espère que vous l'avez lu. Mais pourquoi j'ai rencontré Paul Dubrul et Gérard Pélisson, c'était il y a 6 ou 7 ans maintenant, et c'était... je m'étais intéressé à leur association. C'était dans le cadre d'un travail de recherche sur l'entrepreneuriat et j'avais souhaité les rencontrer puisqu'ils font figure de mythe dans le paysage entrepreneurial français sur le thème de l'association. Et c'est une je dirais l'histoire du livre d'ailleurs est un peu métaphorique de l'histoire d'Accor, c'est-à-dire qu'une des premières choses qui m'a surpris, c'était leur accessibilité, leur ouverture. Ça s'est fait très simplement. Donc ils m'ont reçu, ils m'ont expliqué leur histoire. On a bien sûr parlé du sujet de l'association. J'ai vu Paul Dubrul, j'ai vu Gérard Pélisson, mais ils m'ont parlé aussi de leur philosophie entrepreneuriale, de leur style de management, de leur histoire. Et très rapidement, je me suis dit, mais cette histoire est sensationnelle. C'est une histoire qui est inspirante, c'est une histoire que les jeunes ont besoin de connaître. Donc il faut faire quelque chose, il faut l'écrire, il faut la diffuser. Je pense que les jeunes ont besoin d'avoir des exemples comme cela pour oser entreprendre aussi et se dire c'est possible, moi je peux le faire, comment est-ce qu'ils ont fait, quelle a été leur histoire, etc. etc. On a discuté un petit peu et puis on s'est mis d'accord pour faire un travail. Ils m'ont confié un travail d'enquête. J'ai rencontré à peu près une 50aine de collaborateurs. Il y en a quelques-uns qui sont là d'ailleurs. Et j'étais passionné par cette histoire. Je dirais même qu'à certains moments de l'enquête, je me suis dit, mais j'ai raté quelque chose. Quand j'étais jeune, j'aurais pu rentrer chez Novotel et faire carrière. Et il y avait quelque chose de fascinant, il y avait quelque chose d'enthousiasmant, il y avait quelque chose d'inspirant, il y avait quelque chose d'exceptionnel. Il y avait des valeurs humaines, de courage, de prise de risque, de management, de confiance, etc. Et donc ça s'imposait, il fallait l'écrire, pour moi c'était évident qu'il fallait faire connaître cela. Donc de la même façon que la conférence à laquelle nous avez conviés aujourd'hui, c'est ça l'idée, c'est de dire, si leur exemple peut vous aider, vous donner envie de faire la même chose, d'entreprendre, d'oser, d'y aller, on aura réussi quelque chose. D'accord. Et pour vous, quelles sont les particularités majeures de l'histoire d'Accor
Et deuxième question par rapport à ça, est-ce que selon vous, ce modèle serait transposable encore aujourd'hui? Ça fait deux questions compliquées. Pour moi, ce sont des qualités humaines, je pense, des deux fondateurs qui ont permis ce succès exceptionnel. D'abord, le courage. Je suppose qu'on en parlera tout à l'heure, mais Gérard Pélisson a commencé une brillante carrière, ingénieur chez IBM, et puis directeur Europe. Et lorsqu'à 33 ans, je crois il décide de quitter IBM, qui était une entreprise au sein de laquelle il avait la possibilité d'avoir une carrière pour entrer dans une modeste PME, mais il faut du courage. Diviser son salaire par, on discute du chiffre, mais 3, 4 ou 5, de prendre ce risque, il faut un courage important. De la même façon, lorsque Paul Dubrul est rentré des États-Unis en 63 et qui était convaincu qu'il fallait lancer son projet auquel personne ne tenait, il faut du courage ou de la ténacité, il faut oser, il faut avoir confiance quelque part en soi, il faut avoir confiance dans l'avenir. Ça sont deux clés, à mon avis, qui ont été déterminantes tout au long de l'histoire d'Accor. La deuxième chose, c'est aussi sur le thème de la confiance, c'est la confiance qu'ils ont accordée à leurs collaborateurs. Il y en a quelques-uns qui sont ici, vous pourrez peut-être témoigner. Mais, l'ouverture aussi, j'en parlais tout à l'heure, c'est la possibilité... je crois que vous aimiez que les gens s'ouvrent, disent, confrontent, s'opposent. C'est Jean-Michel Béra qui est ici, par exemple, qui est cité dans le livre et qui est rentré, je crois que vous étiez maître d'hôtel dans le tout premier hôtel, et qui un jour a mené une grève ou quelque chose comme ça dans l'hôtel, s'est opposé à Paul Dubrul. Et Paul Dubrul a dit moi j'aime ça, je vais le promouvoir. Voilà. Donc cette idée et puis il a fait une carrière exceptionnelle au sein du groupe, et comme d'autres personnes. Donc cette capacité à être en lien avec les personnes, à oser, à leur faire confiance, à dire ces types sont intelligents, ces types osent, et allons-y, on leur donne la possibilité. Le droit à l'erreur, il y a beaucoup de choses qui sont reprises dans le livre, mais voilà, qui sont essentiellement des qualités humaines des deux fondateurs. Vous écrivez, Monsieur Bozek, concernant Monsieur Pélisson, sa formation académique et technique ne lui a été d'aucun secours durant sa brillante carrière de dirigeant. Ceci m'amène à vous poser une question, messieurs. Vous définissez tous les deux comme autodidactes, alors que vous avez fait de grandes études, le Central et MIT pour vous, Monsieur Pélisson, et HEC Genève pour vous, Monsieur Dubrul. Est-ce que cela signifie que vous estimez qu'on ne peut apprendre que par l'expérience et que nos études en école ne sont pas véritablement utiles? Non, je pense que ce qu'a voulu dire Bozek, c'est qu'effectivement, moi j'avais appris à dessiner des voies ferrées, des ponts, des trucs comme ça. Ça, j'ai jamais fait de voies ferrées, de ponts, ça m'a jamais intéressé d'ailleurs. En revanche, les diplômes, d'abord l'expérience de passer les examens, de concourir, de travailler aussi vite que possible, surtout quand vous ne travaillez pas toute la semaine et que vous avez 2 jours pour réviser vos examens. Il faut passer la nuit dessus, il faut enregistrer très vite. Il faut une certaine rigueur. Ça vous apprend beaucoup de choses quand même. Ensuite, une culture un peu générale, même à Centrale. J'étais bien intéressé à la comptabilité. C'était un cours que les gens ne suivaient pas en général, mais moi, c'était le seul que je suivais avec assiduité. Ce qui m'a surtout servi, très clairement, alors aux États-Unis, c'était très différent. Parce qu'il n'y avait pas un amphithéâtre avec 300 élèves et puis un petit bonhomme qui était le professeur. Là, nous, on passait sous les bancs pour jouer au bridge, etc. Aux États-Unis, 15 personnes autour d'un prof qui s'assoit sur la table. C'était totalement différent. Une expérience vivante, discutant de sujets pratiques. Ça n'avait rien à voir avec... Ça a été quand même très enrichissant. Le diplôme, clairement, ça m'a servi. Ça m'a mis le pied à l'étrier. Je n'aurais pas fait Centrale. Je n'aurais pas trouvé tout de suite un emploi. J'ai pris n'importe quoi pour entrer. C'est pas je suis allé voir Ron Poulenc parce que mon père connaissait le directeur général. On m'a envoyé au DRH qui m'a dit Centrale, telle année, 1550 francs par mois. Il m'a dit MIT, c'est quoi ça? Je dis, c'est une école aux États-Unis. Ah, vous parlez anglais? Oui, je parle un peu pas anglais. Il me dit 50 francs de plus. Mais je suis rentré dans n'importe quoi. Mais ça a été une expérience formidable. Je bossais 17 heures par jour. Je
me suis intéressé à la gestion des stocks dans une modeste entreprise, etc. Ensuite, quand je suis allé chez IBM, je ne serais jamais rentré chez IBM si je n'avais pas fait le MIT. Et j'ai eu une expérience extraordinaire chez IBM. Au bout de 7 ans, je faisais partie du comité exécutif d'IBM Europe, quand j'ai rencontré Dubrul. Donc, si vous voulez dire que le diplôme ne sert à rien, c'est absurde. Le diplôme, à l'époque, alors de nos jours, c'est un peu différent, mais à l'époque, ça m'a beaucoup servi. Et même sur le plan culturel, sur le plan de voir des choses nouvelles, de s'intéresser aux gens, ben, ça m'a donné une expérience de la vie pratique dans différents domaines, qui est essentielle ensuite pour avancer dans la vie. D'accord. Donc maintenant, on va Attendez, je vais vous dire un petit mot moi, sur les études. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à faire des études. Ça m'intéressait, mais les études ne m'aimaient pas. Donc, j'avais beaucoup de mal. Alors, j'ai voulu faire une école de commerce à Lille, mais j'ai pas réussi à rentrer. Et j'ai pu rentrer pour faire HEC Genève, qui était en fait bac plus 2,5, mais pour moi, ça a été bac plus 4. Parce qu'il a fallu du temps. J'avais du mal, quoi. Mais pourtant, ça m'intéressait. Je considérais qu'il fallait quand même avoir un bagage minimum, et je m'en rends compte aujourd'hui. Quand vous avez quelqu'un qui n'a pas du tout de diplôme, c'est extrêmement difficile d'essayer de le pousser ou la pousser pour essayer d'avancer quand vous n'avez pas la moindre base. Quand on dit l'escalier social ou l'escalier des affaires, quand vous êtes sur la première marche, vous pouvez peut-être monter, mais si vous n'arrivez même pas à monter sur la première marche, ben au moins les diplômes, ça vous permet de monter quelques marches, et à partir de là, vous êtes entraîné pour aller plus loin. Maintenant, c'est vrai que ça dépend comment on voit aussi de l'autre côté. Quand je disais tout à l'heure, quand vous voyez un ancien de Centrale ou du MIT qui a notre âge et qui met encore sur sa carte de visite ancien élève de Centrale ou de Polytechnique, il faut dire que si à 80 ans, il faut encore se référer à ça, je trouve que c'est un peu ridicule. Non, c'est pas vous. Mais non. Même à 30 ans, je ne m'étais jamais ancien élève de l'école centrale. Mais ancien élève de l'ENA. Mais enfin, voyons. D'ailleurs, il faut voir à quoi ça conduit. Mais alors voilà. Mais c'est indispensable. Enfin, si vous avez la chance et la possibilité de faire des études, faites-les. Si vous n'avez pas la chance et la possibilité, essayez quand même. On va parler maintenant plus particulièrement de votre duo. Alors, je vais vous citer une phrase de Marc Simoncini. C'est l'entrepreneur qui a fondé le site Mythique, site de rencontres en ligne. Et vous allez nous dire si vous êtes d'accord. Alors, il a dit « Si vous travaillez avec 50 copains, vous vivez un drame. Dans la première entreprise que j'avais, nous étions tous amis, mais quand j'ai créé Mythique, j'étais seulement ami avec les 3 managers. Je veux uniquement des relations professionnelles, même si c'est beaucoup moins drôle. » Alors, est-ce que, selon vous, est-ce que l'amitié au sein d'un duo d'entrepreneurs est à recommander ou plutôt à proscrire? C'est un aboutissement. Je crois qu'au début, il faut avoir le respect. Ensuite, il faut avoir la confiance. Ou d'abord la confiance et le respect ensuite, j'en sais rien dans quel sens. Et l'amitié vient ensuite. Parce que, justement, il y a ce travail en commun, il y a ce respect, il y a la confiance qui s'établit. Mais je ne croirais pas, je ne crois pas que parce qu'on est 2 copains à avoir fait du golf ou du vélo ensemble, on se décide de monter une entreprise, là on va se taper sur la figure. Ça, j'en suis à peu près convaincu. Oui, enfin, je vais même plus loin. Moi, je pense que l'amitié vient un peu au bout de 30 ans, ou quelque chose comme ça, si vous voulez. Ça vous a pris tant de temps, Gérard? Écoutez, c'est pas gentil, ça. C'est comme les couples. Hein. Soit vous divorcez au bout de 3 ans, soit vous restez 50 ans. Donc, on s'habitue. Hein. C'est pas et l'amitié vient avec. Bon, non, au départ, l'amitié est très préjudiciable. Hein, si Paul voulait en faire embaucher un ami, j'étais extrêmement méfiant, et à juste titre, parce que je savais que sa vision de l'individu était complètement oblitérée par des éléments affectifs, sur l'amitié et autres. Lui, pas du tout. Non. Vous n'êtes pas lucide quand vous voyez les affaires à travers un ami, vous n'êtes pas lucide. Donc il y a des bases fondamentales. Quand Gérard voulait engager un Lyonnais, c'était pareil. Oui, ça je m'en suis aperçu, mais et c'est néanmoins vous qui l'avez embauché. Hein, le troisième vous avez été très malin.
n'a pas été très malin, ça s'est trouvé être le meilleur collaborateur. On parle de Robert Larue. On est d'accord. Mais il avait fait Centrale avec moi en plus. Bon, comme par hasard. Bon, donc si vous voulez, pour moi, vous l'avez dit, le respect, la confiance, la complémentarité, essentiel. Ensuite, la compatibilité, c'est un problème beaucoup plus subtil. Quand vous vous interrogez sur la vie d'un duo inoxydable, vous êtes d'accord quand même, hein, dont on s'étonne encore. Hein, c'est pas comme moi le premier. Bon, donc, la compatibilité, c'est quoi? Ça veut dire on avait dans les gènes quand même un fond commun de parents de même origine. Par exemple, bon, on n'était pas flambeurs, ni l'un ni l'autre. Si vous avez... lui, s'il adorait l'argent et l'autre était très radin, ça ne peut pas très bien coller, si vous voulez. Sur le plan de la complémentarité, c'est technique. Là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il était génial sur le plan d'inventer des produits. Il avait le sens du marketing. Il ne savait pas bien dans quel sens on relisait un bilan, si vous voulez. Il le prenait à l'envers, un peu. Bon, tout ça. C'est pas vrai. Bon. Gérard, un jour, il a dit dans une conférence comme ça, effectivement, on était complémentaires. Maintenant, Paul s'est compté jusqu'à 10 et moi, je sais faire la différence entre un Novotel et un Ibis. Absolument. Voilà. Mais on a appris beaucoup tous les deux. Mais au départ, c'est fondamental. Ce n'est pas la peine d'avoir les mêmes valences. Au contraire, il fallait qu'on ait des valences totalement différentes et techniquement parlant. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Si on sait faire la même chose, surtout qu'aujourd'hui, le monde est tellement compliqué, il faut avoir tellement, on ne peut pas être spécialiste en tout. Donc, pour moi, c'est fondamental. Et puis alors ensuite, donc, il faut qu'on s'entende. Alors ça, c'est une autre histoire. Et justement, à propos de votre amitié, vous avez dit, Monsieur Pélisson, il y a quelques années, des tensions, il y en a eu. Certains jours, lorsque nous n'étions pas d'accord, les murs tremblaient. Voilà ma question. Comment avez-vous su régler les désaccords auxquels vous avez été confrontés? Et est-ce que vous avez un exemple à nous donner de cette expérience? Moi, je vais vous dire, c'est l'amitié qui m'a fait oublier tous les désaccords. Alors donc, j'ai oublié. Bon, il est clair qu'on a eu des désaccords profonds par moments, mais c'était toujours des problèmes de compatibilité. C'est-à-dire, c'était des problèmes d'ego, des problèmes personnels, des problèmes sur lesquels on n'avait pas une objectivité technique sur le plan des grandes décisions, etc. On n'a jamais eu de problème. On s'est toujours mis d'accord. Mais là, par exemple, effectivement, même pour le choix d'un collaborateur, des éléments affectifs pouvaient entrer en jeu. Bon, on a eu la chance de jamais avoir on n'a jamais été concurrent avec des personnes du sexe opposé, quoi, si vous voulez. Donc on n'a pas eu, c'est fondamental quand même pour qu'on s'entende bien. Mais la compatibilité, ça se soigne. Ça se soigne à tout moment. Et donc, par moment, c'est difficile de diriger une affaire à deux. Hein, lorsque l'un est invité, les premières fois où on a été invité à l'Élysée, c'était... il y en a un qui était invité, l'autre qui n'était pas. Pourquoi ils l'ont invité lui et pas moi? Ou vice-versa, si vous voulez. Donc, il a fallu qu'on développe un code. C'était important. Paul adore la presse. Dès qu'il voit un journaliste, il se précipite, il aime qu'on le photographie, etc. Moi, j'ai horreur de ça. Hein. Bon, il va en parler tout de suite, d'ailleurs. Hein. Bon, mais si on voyait sa tête dans les journaux... Entre nous, qu'est-ce qui parle le plus, là? Oui, mais il n'y a pas la presse. Hein. C'est bien parce qu'il n'y a pas... C'est off, bien sûr. C'est parce qu'il n'y a pas la presse. Bon, mais toujours est-il que si il écrivait, on parlait de lui dans les journaux, eh bien, notre service de relations publiques faisait en sorte que je m'exprime moi aussi dans les journaux. Lui, il le faisait avec plaisir, moi je le faisais à mon corps défendant, mais on le faisait tous les deux. Si vous voulez, la communication interne, si dans le journal de Accor, on voyait il était cité 3 fois, il fallait que je sois cité 3 fois. Et la même chose dans l'autre sens. Hein. Donc il fallait une rigueur sur le plan, sur tous ces plans qui chatouillent, hein, qui vis-à-vis de la famille, des autres. Ah, on parle que de ton associé, on parle pas de toi. Ou bon, vous connaissez ça. Ça, c'est la chose la plus difficile à gérer. Voilà, et on l'a géré. Et alors, évidemment, ça touche à l'ego, mais il n'y a pas que ça. C'est qu'au bout d'un moment, s'il y en a un qui prend par le canal de la presse ou par un autre canal
un peu je dirais, de visibilité, que ce soit l'extérieur ou les collaborateurs, ils auront tendance à aller vers lui. Et il y aura une espèce de phénomène d'accélération qui fera qu'à partir d'un moment, il y en a un qui sera tout seul, il verra passer. Voilà. Donc il était, comme le vient de dire Gérard, c'est très important d'avoir ce code qui nous permettait de réguler et de remettre en place les choses de temps en temps. Enfin, puis Gérard, il était quand même très chatouilleux là-dessus. Enfin, lui, on n'en parle pas. Alors, pas pour les mêmes raisons, d'ailleurs. Hein. C'était toujours pour des raisons différentes. Alors, quand vraiment on s'engueulait sur ce type de problème, on avait un coach qui était un psychologue très subtil. Alors, il allait voir Paul. Il dit, il y a Gérard là, qui vous en veut de cette petite histoire. Alors, il lui expliquait, etc. Donc, il se ramollissait un peu. Ensuite... si c'était le contraire, il venait me voir et le coach arrivait toujours à désamorcer, au bout de quelques jours, on peut voir quelques semaines, la colère que l'on avait éprouvée pour l'autre. Hein. Il allait trouver Gérard, il disait « Gérard, c'est vous qui avez raison, mais il faut mettre un peu de calme parce que sinon, il va s'énerver, vous savez comment il est. » Il venait me voir, il me disait « Vous savez, c'est vous qui avez raison, mais Gérard, il faut quand même me calmer parce que c'était très subtil. » C'était subtil, mais bon. Et ça marchait. Je voudrais dire quelque chose, parce que ce que vous dites est très juste, mais ça nécessite des personnalités qui ont à la fois un ego suffisamment développé pour avoir l'ambition de construire une entreprise de cette taille, et si vous n'avez pas un minimum d'ego, ça va être un peu compliqué, mais un ego aussi suffisamment raboté ou limité pour s'entendre avec l'autre, y compris dans des situations difficiles, et avoir l'intelligence de bâtir ces règles et ce code que vous avez bâti il y a très longtemps, tout à fait au début de l'entreprise, ensuite c'était ajusté, et l'intelligence aussi de recourir à un psychologue ou à un coach ou à quelqu'un pour se dire, voilà, on a une difficulté, il faut que quelqu'un nous aide. Ça demande une part d'humilité qui est souvent contrariée par un ego trop important. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment Enfin, vous avez probablement raison, vous êtes spécialiste dans ces choses-là, mais c'est peut-être pas simplement une question d'humilité, mais on avait tous les deux une ambition forcenée de développer le groupe Accor, et on voulait le développer. Et à ce moment-là, quand on commençait à avoir des problèmes, on se disait, si on casse la machine, non seulement cette ambition va s'arrêter, mais en même temps, on avait des collaborateurs qui avaient commencé à y croire, qui participaient, qui en voulaient. Et donc, je dirais, il y avait presque, une obligation morale de réussir et de se dire, il faut que je me le mette dans ma poche, j'ai mon mouchoir au-dessus, et puis il faut y aller. Donc il y avait un peu le devoir, même si j'aime pas ce terme, il y avait un peu ce côté-là. Peut-être, je ne sais pas si le mot humilité est adapté, parce que je sais que vous le contestez souvent, mais c'est faire passer l'ambition pour l'entreprise avant l'ambition personnelle, et l'ego personnel, c'est ça qui est important, et certains dirigeants n'y arrivent pas. C'est évident, et ça, on le voit tous les jours d'ailleurs, parce qu'un ego démesuré, tous les gens qui arrivent dans des postes élevés. Mais d'ailleurs, le problème des grandes écoles, c'est un peu le problème, parce que égo, arrogance, tout ça, ça va ensemble. Hein, ce que je constate très souvent dans les écoles, on vous dit quand vous rentrez, vous êtes l'élite du pays, vous êtes dans la meilleure école, tout le monde va aller vous chercher, etc. Donc vous n'êtes pas en moyenne plus intelligent que les gens qui sont à l'école communale. Hein. Il y a le même pourcentage d'imbéciles partout, à Polytechnique en particulier d'ailleurs. Bon, mais quand vous en sortez un type moyen qui est arrogant, alors ça c'est catastrophique. Hein. Et l'arrogance, l'ego, tout ça, c'est des choses qui vont avec. Et c'est ce qui fait que dans beaucoup de sociétés, les partenariats ne marchent pas. Je ne parle pas du monde politique où c'est catastrophique dans ce domaine. Hein. Bon, et nous, on avait un respect l'un pour l'autre. Moi je savais que sans Paul, je ne pouvais pas faire marcher le navire, et Paul savait que sans moi, il ne pouvait pas faire marcher le navire. Donc, il fallait qu'on s'entende. Et comme sur le plan technique, on ne se marchait pas sur les pieds. Hein, quand il me parlait de construire une chambre, etc., des fournisseurs, ça c'est le problème de Paul. Et je lui fais confiance. Quand il s'agissait de faire une augmentation de capital, ou de trouver 10 millions, 20 millions, puis 50 millions, puis beaucoup plus, il me faisait confiance. Il me disait quand même, Et comme petit à petit, l'un et l'autre
on s'intéressait quand même aux mêmes choses, comme il l'a dit tout à l'heure. Moi, il me demandait, jamais demandé de conseil pour décorer une chambre, hein, certains, mais de temps en temps, il me disait, ça vous plaît quand même. Bon. Et puis moi, je lui disais, on a un partenaire comme ça, j'aimerais bien que vous le voyiez, parce que c'est important. Voilà, si vous voulez. Mais on était totalement complémentaires, et je le répète, et puis on se faisait une confiance totale. Et en plus, cette conviction qu'on ne pouvait pas marcher tout seul, c'est tout. On va passer au thème... C'est de l'arrogance de penser qu'on peut tout faire tout seul, si vous voulez. C'est pas vrai. On va passer au thème de l'entrepreneuriat à proprement parler. Dans toute votre aventure entrepreneuriale, le mot-clé, indéniablement, c'est la réussite. Mais justement, pour changer, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur un échec que vous avez connu, la restauration. À un moment donné, vous vous êtes dit, Accor, c'est un leader mondial de l'hôtellerie, d'accord, c'est le cas de le dire, mais essayons de faire en sorte que le groupe devienne, si ce n'est un leader, en tout cas un des grands noms de la restauration. Et hormis le succès de Courtepaille, cette tentative finalement s'est avérée être un échec et le groupe a perdu plusieurs millions. Donc par rapport à ça, j'aurais deux questions. Ça serait d'abord pourquoi selon vous ça a échoué et ensuite quelles leçons vous avez tirées de cet échec? C'est pas vraiment, on ne peut pas vous dire que ça a été totalement un échec. C'est-à-dire qu'il y a eu des échecs, mais il y a eu des réussites. On a dit Courtepaille, mais là vous parlez de la restauration publique. On a eu la restauration collective. Quand on a repris Jacques Borel International, on a récupéré Général de Restauration et ça marchait très bien. Il y avait des équipes qui étaient bien et on ne les a pas détruites. On a eu également le ticket restaurant en même temps, mais ça a marché et là on a continué. Mais on s'est rendu compte qu'on avait du mal à maîtriser à la fois le développement de l'hôtellerie qui était considérable et en même temps de s'intéresser vraiment dans le détail de la restauration collective et la restauration commerciale. Mais prenez par exemple l'Arche sur autoroute. Quand on a repris, à l'époque, la restauration dite de Jacques Borel n'était pas plébiscitée, mais quand on a revendu les restaurants d'autoroute, c'était reconnu comme des temps de très bons restaurants et ça marchait bien et on gagnait bien notre vie. Pourquoi on a arbitré dans un certain aspect? On a arbitré parce que notre métier était quand même avant tout l'hôtellerie. Donc quand on a eu besoin à un certain moment, je dirais, de fonds, d'argent, on a arbitré en disant on n'est pas forcément les meilleurs là-dedans, mais on est les meilleurs dans l'hôtellerie. En revanche, là où vous avez raison, c'est que, je vous prends un exemple, Pizza dell'Arte a été un échec, mais ça a été un échec parce qu'on ne s'y est pas consacré suffisamment fort. Vous savez, quand vous vous consacrez dans un domaine, il faut y aller à 1000%. Et donc, vous arrivez... Je dirais même quelquefois qu'il n'y a pas de mauvaise décision, il y a simplement qu'il faut y aller. Une fois qu'on a pris la décision, il faut faire en sorte que ça marche. Eh bien, ces restaurants, que ce soit Dino Croc, que ce soit Pizza dell'Arte, quel est l'autre? On a arrêté le poulet, là? On a tout arrêté. On a arrêté. Bon, Whataburger oui. Une belle carrière en devenant quick par la suite, parce qu'on avait vendu. Mais il y a un aspect, si vous voulez, il y a différents types de restauration, très clairement. Bon, la restauration collective, ça n'a rien à voir avec la restauration commerciale. La restauration commerciale, il faut des produits pour lesquels il faut un certain génie pour inventer ces produits. Parce qu'il y a des tas d'aspects culturels, entre autres. Hein. Il faut avoir du goût. Moi, j'ai toujours été éberlué, comment c'était, Hippopotamus. Hein. C'était une réussite. Nous, on avait essayé de lancer Novo Grill. C'était un échec. Qu'est-ce qui a fait que Hippopotamus marche? Qu'est-ce qui a fait que Loisier avait inventé Courtepaille et que ça marche? Simplement parce que ces types ont une idée que nous, on n'aurait jamais eue, parce que c'était culturel. Et puis, il y a un gars sur 10 qui réussit en disant « ce produit, ça marche ». Alors nous, quand on a acheté Courtepaille, on a dit, il en avait 14, on a acheté 14, on a terminé, on avait 150. Et on a dit, il ne faut rien changer. On ne sait même pas ce qu'il faut changer. Si vous changez
le cendrier de place, peut-être que ça ne va pas marcher. Hein. Hippopotamus, quand j'ai interviewé le type qui était médecin qui avait lancé Hippopotamus, il a eu l'idée, géniale, il s'est dit, bon, c'est pas tellement ce qu'il y a dans l'assiette, il faut que les filles qui servent soient très attirantes et très attractives. Alors, il était adorable, c'est joli, bien habillé, etc. Bon, les tables étaient toutes petites, mais vous regardiez par la table, vous regardiez. Hein, les filles qui vous servaient, c'était génial. Et en plus, bon, la bouffe était convenable. Mais c'est ce qui faisait la différence entre Hippopotamus et puis un steakhouse, comme d'autres en ont fait. C'est beaucoup plus subtil, la restauration commerciale. Et ceux qui veulent inventer un nouveau produit de restauration, on n'a jamais été capable, on a essayé. Alors, on avait une formule, c'est copier. Éventuellement, on regarde, et puis tiens, il y a un type qui a l'air de marcher avec ce produit, on va copier. Bon, alors, on a eu la maladresse d'aller voir aux États-Unis ce qui réussissait. On a voulu copier les Américains. Ça a été une catastrophique, pour des raisons culturelles. Ce qui marchait aux États-Unis, rappelez-vous de... Comment ça s'appelait ce truc à la con? Gérard, on ne va pas recommencer, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors si on veut faire, on va sortir et on va aller se battre dehors, pas devant. Juste après la conférence. Bon, j'étais avec Zola la semaine dernière qui m'appelait ce fameux truc, avec les petits singes. Là, la pizza ludique, etc. Ça a marché aux États-Unis, ça ne marchait pas en France. Alors qu'un hôtel confortable, etc., avec des chambres d'une certaine dimension, ça marchait aux États-Unis. Vous pouvez penser que ça allait marcher en France. Donc il y a tout un aspect, mais ce n'est pas toutes les restaurations. La restauration d'entreprise, c'est une chose différente, qui est plus facile à gérer. Mais enfin, s'il y a des gens qui veulent se lancer dans la restauration, je dis, faites attention. Il a raison. Vous n'aviez pas le génie de la restauration, mon cher. Moi, j'aimais mieux bouffer que vous, mais pourtant, je n'avais pas non plus. Je ne savais pas inventer un restaurant. On en discutera. Je n'ai jamais inventé un restaurant. On en discutera. Voilà. Il est devenu gastronome. J'ai une dernière question pour vous. Aujourd'hui, beaucoup s'interrogent sur le manque d'humanité dans l'entreprise. Est-ce que vous pensez illustrer avec votre devise les hommes, les clients, les actionnaires, une certaine forme moderne de capitalisme qui serait plus sociale? Évident. À vous. Non, mais ça a l'air un peu démago de dire ça, mais ça n'est pas du tout. C'est vraiment, on le croit profondément, parce que ça marche. Vous savez, la finance, l'argent, bon, bien sûr que c'est nécessaire. Et surtout, il faut en gagner aussi. Sinon, si vous n'en gagnez pas, ça ne marche pas. Mais la finance, elle est au service de l'entreprise. Et l'entreprise, c'est qui? Ce sont les gens qui la font marcher. Vous avez un bon concept, un bon produit, un bon hôtel, un bon restaurant. Mais si vous n'avez pas les gens derrière pour les faire marcher, et nous, on a découvert, parce que ce n'était pas immédiatement dans les attendus que l'on avait au démarrage, c'est que quand on a commencé à former, à faire des réunions de formation, des réunions de travail avec nos collaborateurs, on s'est aperçu qu'ils avaient une soif d'apprendre, une soif d'être meilleurs, une soif de se dépasser, que finalement, c'était notre meilleur outil. Et en fait, quand ils étaient bien dans leur fonction, bien dans leur peau, et qu'ils maîtrisaient, d'abord, ça aurait été plus facile de sourire, de travailler plus, de faire des heures supplémentaires sans qu'on les paye. Et donc, tout ça marchait fort bien. Et ensuite, les clients, ils étaient contents. Et in fine, les actionnaires étaient contents. Donc, c'est franchement une société qui est dirigée par ses financiers. Moi, je n'y crois pas. Elle est perdue à terme. Ça dépend laquelle. Hein. Si vous êtes courtier en finance, il n'y a pas besoin de s'occuper du côté humain. Bon, nous, on est une société de service. Même industrielle, Gérard. Même dans une entreprise industrielle. Bon. Mais encore plus dans une société de service. On a toujours dit que la première richesse, c'était le personnel qui travaillait chez nous. C'est très clair et on était convaincus. Hein, et qu'on a toujours demandé à notre manager, la première chose, votre première mission, c'est de vous occuper de votre personnel. Avec cette idée simple que si la réceptionnaire, quand vous rentrez dans un hôtel, quand on allait visiter un hôtel, moi quand on voyait une réceptionnaire qui faisait la tête, je lui dis, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un problème là? C'est le directeur qui est méchant avec vous. Si vous n'avez pas le sourire, pourquoi vous n'avez pas le sourire? Bon, il est fondamental qu'il faut que la réceptionnaire ait le sourire, que le maître d'hôtel ait le sourire.
S'ils ont le sourire, les clients y reviennent. S'ils reviennent, on gagnera plus d'argent et les actionnaires seront satisfaits. Mais si on n'arrive pas à apporter à notre personnel, hein, et c'est un travail de tous les instants, de la considération, du respect. Le respect est inversement proportionnel au niveau hiérarchique. Vous devez respecter les hommes de la base beaucoup plus que le patron. Hein, le patron, il n'a pas besoin de respect, tout le monde est à genoux, on lui lèche les bottes, etc. Bon, et alors que vous avez des cadres supérieurs, là, ils regardent toujours en haut. On leur disait, regardez en bas. Hein, c'est en bas que ça se passe, c'est pas en haut. Bon, donc, les gens, c'est fondamental. Alors, c'est encore plus fondamental dans notre métier que dans la sidérurgie, etc. Mais dans les usines, c'est la même chose. Nos parents avaient des petites usines, ils s'occupaient de leur personnel. Hein, car ils savaient que Bon, et pour nous, c'est devenu fondamental, c'est-à-dire il y a tout un arsenal, ça veut dire s'occuper du personnel, de tout le monde. Enfin, tout le monde. Il y en a beaucoup qui n'ont rien à foutre d'avoir un meilleur job, etc. Ça a l'air d'être à la mode aujourd'hui, de travailler moins, etc., penser qu'aux vacances, et ainsi de suite. Bon, ça, c'est pas notre truc, hein, parce que le travail reste quand même la seule valeur fondamentale et indispensable pour réussir. Bon, mais il est évident que c'est ces gens-là à qui il faut donner des jobs. Une bonne partie de notre expansion internationale a été faite parce que nous savions qu'on pouvait entraîner tous nos collaborateurs avec des projets d'expansion, avec des possibilités d'aller à l'étranger, avec des possibilités de monter, comment ils appellent ça, l'escalier hiérarchique là, et l'ascenseur social. Quoi ? L'ascenseur social. Non, mais nous, on préfère l'escalier. On préfère l'escalier, non. Oui, alors... Non, l'ascenseur, c'est pour les énarques. Hein. 3 coups de cuillère à peau, ils passent de chef de cabinet d'un ministre obscur à un poste de président du CAC 40 parce qu'ils ont des copains, inspecteurs des finances et compagnie. Bon, ça, c'est un autre milieu, ce n'est pas le nôtre. Hein, Je pense que ce que vous évoquez là, ça a été aussi ce qui a présidé à la décision d'écrire ce livre. Lorsque j'ai rencontré les collaborateurs, qui étaient pour la plupart partis à la retraite de Paul Dubrul et de Gérard Pélisson, ce qui m'a tout de suite fasciné, j'en ai rencontré à peu près une cinquantaine, c'était ce bonheur, ce qui a inspiré le titre d'ailleurs, c'était ce bonheur qu'ils avaient vécu dans l'entreprise à construire. D'ailleurs, le titre aurait dû être « Le bonheur d'entreprendre ensemble ». L'éditeur a trouvé que c'était un peu trop long, on a retiré ensemble, et je le regrette. Parce que je pense que c'était vraiment ça. Il y avait vraiment... J'étais frappé d'aller rencontrer des gens qui m'accueillaient. Bon, ils étaient à la retraite, parfois depuis 2 ans, 3 ans, 5 ans, 15 ans pour les plus anciens. Et puis, ils racontaient l'histoire. Bon, au début, c'était une vieille histoire. Et puis, ils la revivaient et puis ils se réanimaient. Et à ce moment-là, je sentais cette émotion qui était très forte où ils avaient été heureux. Ils étaient heureux de participer à cette aventure, l'aventure humaine. Ils étaient heureux de participer à la construction de ces entreprises. Ils avaient été heureux de travailler avec Paul Dubrul et Gérard Pélisson. Ils leur en étaient infiniment reconnaissants. Il y a 1 ou 2 personnes même qui ont été émues aux larmes. Et je pense qu'on parlait tout à l'heure des qualités humaines, ce sont aussi des qualités de leadership. C'est un leader, c'est quelqu'un qui est suivi. Et donc, Paul Dubrul et Gérard Pélisson ont réussi à être suivis par des dizaines, puis des centaines, puis des milliers et des dizaines de milliers de collaborateurs qui leur ont fait confiance dans une aventure humaine exceptionnelle. Et c'était ça qui était vraiment très, très émouvant et qui a présidé notamment à la décision d'écrire ce livre, et qui est un livre de témoignage avant tout des collaborateurs. Merci. Nous allons passer maintenant aux questions du public. Donc, en attendant, je vais faire une petite remarque. J'ai fait un peu de politique dans ma carrière. Je me suis trouvé dans un hémicycle. Et ici, je m'aperçois que la gauche est bien remplie, pas la droite. Par contre, le centre est encore le plus fort. Donc, je ne sais pas si c'est un signe. Il faudrait envoyer ça à M. Hollande. Si vous avez des questions, levez la main. La droite, c'est par rapport au super choix. C'est pas un procès. Oui, ma première question, ce sera, donc après 40 ans, vous continuez à vous voyer ?
savez, c'est une question aussi de... Il y a plein de réponses à ça. La première, c'est que ça devenait gênant si on se tutoyait au départ et que l'on vous voyait les autres, parce que ça se faisait comme ça dans le temps. Je dirais, on avait déjà une connivence, elle arrêtait un peu trop forte vis-à-vis du comité de direction, vis-à-vis des administrateurs, etc. Donc on a préféré garder cette distance qui était peut-être un peu factice, mais quand même. Mais c'est vrai que aujourd'hui, les choses ont changé. Vous êtes patron d'une entreprise, évidemment, vous tutoyez tout le monde. Il n'y a plus de différence. Je veux dire, il y a le nivellement. Avant, il y avait une progression. On ne s'appelait même pas tout de suite par les prénoms. On se donnait du monsieur, du madame, du mademoiselle. Enfin, je veux dire. Alors aujourd'hui, c'est totalement différent. On arrive, on dit Paul. Il n'y a même plus de nom de famille. Et puis, comme ça. Alors, toutes les microbes qui s'en vont. Enfin bon, moi je trouve ça totalement ridicule, mais c'est une question de génération. Je suis dans mes 80 ans. Moi, si je m'adresse à un plongeur, je l'appelle monsieur. Oui. Bon, je ne sais pas comment l'appeler autrement, ou madame, hein, ça dépend du sexe, hein, parce que on est quand même assez sensible aujourd'hui encore aux sexes différents. Je sais qu'il n'y aura plus de sexe bientôt. Bon, la théorie du genre, tout ça. Gérard, vous êtes optimiste ce soir. Bon. Non, mais comment vous voyez. Oui, alors moi je sais que je trouve que c'est par respect pour les autres qu'on a continué à se voyer. Lorsque on était assez jeunes, reçus dans des dîners en ville, si vous voulez, ça se fait avec un peu l'establishment, ou enfin ceux qui croient en faire partie, ou ceux qui essayent de se greffer. Vous avez toujours un petit groupe de 3-4, les inspecteurs des finances, entre eux. Hein, c'est une mafia. Ils se tutoient. Vous êtes dans un dîner, vous êtes 12. Il y en a 3 qui se tutoient. Puis les autres, vous avez l'impression d'être au bout de la table. Hein, même si vous n'êtes pas au bout de la table. Mais vous ne faites pas partie du truc. Et je pense que par respect pour les autres, hein, de se vouvoyer et de ne pas donner cette impression d'être copains alors qu'ils se détestent entre eux. Hein, c'est vraiment... ils s'entretuent, hein, mais ils se tutoient. Bon, moi, je préfère respecter mon partenaire et le vouvoyer que de le tutoyer, ce qui ne veut plus rien dire du tout. Et il y a cette différence de génération, vraisemblablement. Mais maintenant, c'est l'habitude. Hein, comme on se vouvoie depuis 45 ans, moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'on se tutoie, mais c'est difficile après 45 ans ou 50 ans, hein, maintenant. C'est pas, il faut que j'y réfléchisse. Oui. On nous pose souvent la question, donc on y réfléchit toujours. Hein, rien n'est perdu. Mais moi, je trouve que vous devriez recréer une espèce de hiérarchie entre, je dirais, le fait de se connaître depuis 5 minutes, de 1 année, 20 ans. Enfin, je veux dire, ce tutoiement généralisé me gêne. Bon, voilà. Vous avez le droit de me gêner. Il faut bien avoir un côté conservateur. Hein, Bonsoir. Est-ce que cette soif d'entreprendre, vous l'avez mise au service d'autres projets, que ce soit personnels ou avec d'autres personnes, ou vous vous êtes concentré uniquement sur Accor pendant toute cette expérience? Beaucoup. On a beaucoup de nos anciens collaborateurs dans le courant de l'évolution. Il y en a qui un jour, ils viennent nous trouver, ils nous disent, eh bien, on a envie de monter une affaire. Pomme de Pin, par exemple, vous voyez, c'est un ancien collaborateur qui a dit je voudrais monter, pourquoi pas. Et Gérard et moi, on a dit on va mettre un peu d'argent dans votre affaire, et on l'a aidé à se développer. Il y a eu, je sais pas, il y a eu facilement une 50aine d'entreprises qui se sont créées comme ça avec des anciens collaborateurs dans lesquels, quand ils nous l'ont demandé, on l'a fait. Et maintenant, on le fait encore. On le fait encore pourquoi ? Bien sûr, le fait de donner de l'argent, ça peut les aider, mais ils utilisent notre nom. Et en fait, on fait ça gratuitement. Je vais penser aux royalties bientôt. Oui, enfin, Paul peut le faire plus facilement puisqu'il réside à l'étranger. Moi, j'envoie tout à Bercy, donc
C'est Bercy qui s'en occupe. J'ai plus les moyens d'aider mes collaborateurs. Bon, c'est mon problème. Hein. Le jour où j'en aurai vraiment ras-le-bol, je ferai comme les autres. Hein. Tout le monde s'étonne que je ne sois pas encore parti. Un jour, il risque de plus s'étonner du tout parce que je serai parti, vraisemblablement. Parfait. Et je voudrais répondre à cette question qui n'a pas été posée, justement, de partir. Pour vous, les gens disent, c'est dramatique, les jeunes s'en vont. Je ne trouve pas du tout que ce soit dramatique. Parce que je crois qu'il faut savoir bouger, il faut s'aller voir... bon, on a envie de travailler en France, on travaille en France, très bien. On a envie de travailler en Italie, en Espagne, au Brésil, en Russie, en Chine ou ailleurs. Je crois que le monde est ouvert, il faut en profiter. On dit que c'est une perte pour la France. Pas forcément, parce que certains qui seront partis reviendront enrichis d'expériences, de nouveautés. Et puis, il y en a d'autres qui viendront. Il y aura à un moment donné, c'est par période, c'est par vague. Donc je pense que ce mouvement, que l'on lit dans les journaux, les politiques qui cherchent à trouver des excuses à ce genre de choses, mais ce n'est pas un sujet. C'est pas un sujet. Vous êtes ouvert sur le monde, vous êtes la plus ancienne, j'ai appris ça, vous êtes la plus ancienne école de commerce du monde. M'a-t-on dit 1815. Je suis impressionné. C'est ça, hein, 1815 19 oh, je vous ai rajeuni. Vieilli, pardon. Bon, bah bravo. Donc, voilà. Sur le fait de... si vous allez travailler ailleurs, c'est pas un problème. Non, mais moi, c'est indispensable de voir le monde. Hein. C'est indispensable. Nous, on saurait d'abord... les autres peuvent avoir de très bonnes idées, aller piocher les idées à l'extérieur pour les ramener chez nous un jour. Ça me semble fondamental. On n'aurait jamais, s'il n'avait pas connu les États-Unis, moi non plus. Bon, donc, c'est très important. Quand vous dites, aujourd'hui, le problème, c'est que, bon, le pays ne retient pas, ou même quand les jeunes qui réussissent à l'étranger, ils n'ont pas envie de revenir pour des raisons, je peux vous en faire la liste, hein, moi, je serais à l'étranger, j'aurais réussi. Si vous ratez à l'étranger, il faut mieux venir ici. Il y a la Sécu, il y a tout, l'assistance sociale. Bon, on est le pays le plus assisté au monde. Hein, l'assistance, si vous voulez être entrepreneur, il faut compter sur vous. Hein, si vous ne comptez pas sur vous, allez compter sur les autres quand vous démarrez une entreprise. Non, mais c'est quoi ça, hein, allez compter sur... bon, allez, je ne vais pas donner d'exemple. Donc, si vous voulez aller à l'étranger, oui. Réussissez à l'étranger, puis après vous verrez si les conditions de revenir en France sont bonnes ou si elles ne le sont pas. Et puis voilà. Je ne sais plus si on a répondu à votre question. Si, parfait, merci. On a un peu dévié. Bonsoir, je voulais savoir, vous êtes tous les deux lancés dans le milieu de l'hôtellerie traditionnelle, vous l'avez même chamboulé. On peut dire que c'est quand même un milieu qui est même, voire encore corporatiste, où il y a vraiment des familles d'hôteliers. Du coup, je voulais savoir si vous avez rencontré de vrais obstacles par rapport à ça, le fait de ne pas être issu du monde de l'hôtellerie. Et dans ce cas-là, comment vous avez réussi à les surmonter, si c'était en s'entourant de gens issus de ce milieu-là, de spécialistes de l'hôtellerie. Voilà. Merci. Il y a eu de l'hostilité, bien sûr, et surtout de l'incompréhension. Et ça vient de là. Mais c'est vrai que c'était un monde qui avait peu évolué. Et donc, il n'était pas du tout réceptif à ces choses nouvelles. Mais mon patron aux États-Unis, quand je lui ai dit à un moment donné que j'étais inquiet, parce que tout d'un coup, je me suis dit, j'avais décidé de me lancer, puis j'ai eu un moment d'inquiétude en disant, mais finalement, je ne connais pas grand-chose à l'hôtellerie. Il m'a répondu, tu n'es pas handicapé par l'expérience. Alors, ça paraît une boutade, mais c'est extrêmement important. À un moment donné, quand vous créez, si vous voulez, dans un métier qui a déjà une certaine ancienneté, et c'est quand même le deuxième plus vieux métier du monde, donc si vous avez des pesanteurs, ça on ne peut pas faire autrement, ça on est obligé, il faut faire ceci. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai ouvert l'hôtel à Lille, je voulais une carte réduite. Pour la restauration, je savais que c'était difficile, et donc il fallait que la carte soit réduite. Donc je voulais aussi qu'il y ait du vin. Mais qu'est-ce que je vais mettre comme vin? J'ai dit 5 vins, pas plus. Alors j'ai un hôtelier qui m'avait accueilli gentiment, donc je vais le voir, et c'était le seul d'ailleurs de toute la région lilloise, c'est le seul qui m'avait accueilli gentiment, je vais le voir, et je lui dis,
qu'est-ce que je dois prendre comme vin? Je n'y connais rien. Alors, il me dit, oh, je vais appeler le sommelier. Il appelle le sommelier lui demande, il dit, pour ce jeune homme, qu'est-ce que vous avez comme lui conseiller comme vin? Il en veut 5. Enfin, c'est pas possible, 5, c'est pas possible. Bon, déjà, vous avez, si vous prenez dans les Bordeaux, vous allez dans les Graves, vous allez dans les Saint-Julien, vous allez Saint-Émilion, dans les Pomerol, les Satellites, puis vous devez avoir plusieurs années, puis vous devez avoir ensuite différentes régions, dans les Bourgognes, les vallées du Rhône, vous devez avoir des vins d'Alsace, vous devez avoir les Beaujolais, enfin bon, bref, tout ça. Vous ne pouvez pas vous en tirer à moins de 50. Alors je pose la question, je dis, sur votre carte, quel est ceux que vous vendez le plus? Un Bordeaux supérieur, un Beaujolais, un vin blanc Riesling, et puis je ne sais plus quoi. Ben, je dis, ben, merci, j'ai ma liste. Il était totalement handicapé par l'expérience. Il fallait quelqu'un qui dise, ben, on peut faire ça avec 5 vins, puis c'est tout. Et alors, je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à surmonter parce qu'on a le respect de l'expérience et quand on booste, quand on va au-delà, la réaction est extrêmement dure. Les gens vous disent, ce type est fou, il n'y connaît rien, il n'a aucune expérience. Regardez, Gérard n'avait aucune expérience dans l'hôtellerie, je n'avais aucune expérience dans l'hôtellerie, et on a fait le premier groupe européen. Donc franchement, réfléchissez là-dessus. Je voudrais dire un petit mot aussi, parce que pour moi, la question que vous évoquez, puis la réponse que vous faites, M. Dubrul, c'est caractérise le tempérament entrepreneurial, c'est de relever des défis. Alors, relever des défis, c'est d'abord le propre d'un entrepreneur, de bousculer les codes, de créer quelque chose de différent. Sinon, c'est difficile de prendre une place. Mais c'est aussi, et ça a été dans l'histoire d'Accor un élément déterminant, une façon d'entraîner et de galvaniser les collaborateurs. L'histoire d'Accor a démarré par ce Novotel qui était en dehors des codes, et donc ça a séduit quelques-uns. Il y en a 2 qui sont ici aujourd'hui. Et ensuite, il y a eu les hôtels suivants, et puis il y a eu ce grand défi de Bagnolet qui est extrêmement risqué. On l'a vu tout à l'heure sur la vidéo. Ensuite, il y a eu la reprise de Mercure, la reprise de Sofitel, enfin, etc. C'est toute une histoire. Vous lirez le livre, c'était pendant 30 ans, ça n'était que ça. Mais c'est un tempérament entrepreneurial qui fait que on ne voit pas le problème, on voit l'avantage, on voit l'opportunité, on voit l'intérêt. Donc ça nécessite de bousculer les codes, ça nécessite d'avoir le courage, ça nécessite d'avancer en ce sens. Je passe le micro. C'est par exemple, pour vous donner un autre exemple qu'Accor, qui est tout à fait caractéristique, c'est l'histoire de Boeing. Boeing, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une entreprise qui s'est essentiellement construite dans la construction des forteresses volantes pendant la Seconde Guerre mondiale, les B-19, etc., B-29, etc. Après la guerre, il n'y avait plus d'avions, donc qu'est-ce qu'ils allaient devenir? À l'époque, c'était des super constellations qui régnaient en maître sur le marché. L'entreprise qui comptait 50 000 collaborateurs est tombée à 700. Le président de l'époque a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On va relever un grand défi. On va faire un avion commercial à réaction. Et ils ont mobilisé les 700 personnes là-dessus, ils ont fait ça. Et puis ils ont fait le Super Jumbo, le Boeing 747, ainsi de suite. Donc, bousculer les codes, ne pas être handicapé par l'expérience, c'est le propre, à mon avis, du tempérament entrepreneur. Et donc, si vous l'avez, surtout n'hésitez pas à oser bousculer les codes. C'est comme ça que vous changerez le monde. Je voudrais juste... Pardon, Gérard. Je vous en prie. Mais non, Mais non. En privilège de l'âge. Oui, voilà. Bon, j'ai 2 ans de plus que lui, quand même. Non, il y a des tas de tabous. On s'est beaucoup développé à travers le monde par des partenariats. Parce que là encore, faire les choses tout seul, dans des pays... et un partenariat à 50-50. Et à l'époque, tous les gens d'expérience, les financiers, disent, mais c'est une expérience à 50-50, ça ne marche pas, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait un patron. Eh bien, on a fait, partout où on a réussi, des expériences à 50-50. Parce que... Et nos financiers disaient, prenez 51. Ah oui, c'est ça, 51. Ils m'attendaient, prendre 51. On nous présente un jour la famille Agnelli pour s'associer avec nous pour développer en Italie. Cette famille Agnelli, on ne pouvait pas leur proposer 49%. Flora avait dit, petit minoritaire, petit con, gros minoritaire, gros con. C'est pas le 49% dans une société, il faut être malade pour prendre 49%. Bon,
pouvez pas lui proposer 51%, c'est nous qui aurions eu 49%. Donc, bon, et on a fait une joint venture à 50-50. Même chose au Portugal, même chose en Hollande, même chose dans des tas de pays. Ça a marché remarquablement. Et ça, c'est une chose qui n'était pas dans les mœurs. Mais ça a un avantage considérable parce que vous avez automatiquement, vous êtes obligé de respecter l'autre. Hein, parce que c'est bien beau, si vous avez 51%, vous faites un conseil d'administration, vous discutez, vous amusez la galerie pendant 4 heures, puis à la fin, vous dites, écoutez, maintenant, vous m'embêtez, vous dites aux minoritaires, j'ai 51%, la décision est prise. Bon, c'est se foutre de lui, c'est même pas besoin d'avoir un partenaire. Donc, si vous voulez, ce respect, et c'est peut-être d'ailleurs parce qu'on avait appris au début à être à deux, etc., ce respect de l'autre nous a permis de développer des joint ventures à 50-50, et ça a été le grand succès d'Accor dans nos partenariats à travers le monde. Moi, je voulais juste ajouter un mot. Quand on lance son entreprise, évidemment, on prend un risque. Le risque de l'échec. L'échec peut arriver. Mais il ne faut pas, je dirais, être détruit par un échec. On peut facilement rebondir. C'est vrai que c'est beaucoup plus difficile en France où l'échec est une tare. Dans certains pays comme les États-Unis, l'échec, ils savent très bien que ça peut arriver. Mais ils mesurent un peu les raisons de l'échec, savoir si l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il a fait de travers, qu'est-ce qu'il aurait pu mieux faire, quelles sont les circonstances, est-ce qu'il n'était pas au bon endroit au bon moment, enfin bon. Mais on peut repartir, on peut rebondir après un échec. Et je crois que moi j'ai rencontré beaucoup en France des gens qui avaient eu un échec, qui disaient c'est foutu, et d'autres qui avaient peur de se lancer à cause de l'échec. Bon, c'est vrai que quand on en est su un échec, c'est quand même extrêmement douloureux. Mais bon, vous avez quand même souligné qu'il fallait voir les raisons de l'échec. Exactement. Hein, oui. Si celui qui échoue, c'est parce qu'il ne bosse pas, parce que bon, ça ne marche pas très bien là-haut, etc. Il fera une deuxième expérience, ça sera aussi un échec. Donc, je suis d'accord que le droit à l'erreur est fondamental. Mais si c'est une erreur, si l'échec n'est pas structurel, ou s'il n'y a pas un manque d'analyse, de capacité d'analyse, etc. Donc, je ne dis pas que l'échec, il faut avoir beaucoup d'échecs pour réussir, je ne suis pas certain, mais d'avoir un échec ou deux, on peut s'en remettre, ça c'est certain, mais ce n'est pas forcé. Il semblerait que nous sommes d'accord sur ce point. Voilà, on est assez d'accord dans l'ensemble. On va passer à la dernière question. Moi, je voulais poser une question. Est-ce que vous qui avez si bien réussi, à partir de quand avez-vous commencé à distribuer des dividendes? C'est la première question. C'est-à-dire, est-ce que vous avez eu le courage de réinvestir en permanence? Et la deuxième, c'est cette croissance s'est faite par des apports de capitaux extérieurs. Donc, vous avez commencé votre vie en étant propriétaire quasiment à 100% ou 50% chacun. Et puis, progressivement, vous avez été dilué par les banquiers, etc. Est-ce que cette expansion, cette prise de place par les banquiers vous a beaucoup perturbé dans votre bonheur, ou au contraire, vous étiez content de devenir le plus grand hôtelier européen? Pour répondre sur les dividendes, et je vais laisser Gérard répondre sur l'autre partie, mais sur les dividendes, quand on a fait notre première brochure, on avait marqué « Et on vous promet de ne pas vous distribuer de dividendes pendant 5 ans. Mais la 6e année, vous aurez droit à un dividende. » Et la 6e année, on a donné un dividende. Je crois qu'il faut bien respecter, c'est pas la peine de... On a respecté, il était tout petit, mais chaque année, on l'a augmenté, tout doucement. Et, alors maintenant, sur les augmentations de capital, Gérard est intarissable et il a raison. Oui, on en a fait, je ne sais pas combien, on a fait une 15, 20, j'en sais rien. Bon, par acquisition, par prise de contrôle partiel, etc. Bon, il est clair qu'on a eu un choix en 1974, très exactement, on a eu un choix. Il y a le mania, le tycoon de l'hôtellerie et de la restauration en Angleterre, a proposé de nous racheter. Hein, on avait 45 hôtels à l'époque, on était en mesure d'en construire une 15aine par an, et ils nous rachetaient purement et simplement, ils nous demandaient de rester 5 ans, je ne citerai pas le nom, mais on devenait riche, comme ça, du jour au lendemain, plus riche qu'on aurait relativement, hein, parce que c'est pas Bernard Arnault ou François Pinault, mais bon,
on s'est quand même posé la question. On a rêvé pendant 3 jours. Hein, on s'est dit c'est formidable. Et puis, oui, enfin, entre 3 heures et 3 jours. Bon, on avait 2 autres solutions à l'époque. On était sur une rampe de lancement. Ça marchait très bien. On était très sollicités. Donc, et on était capable de reprendre les actionnaires, nos petits actionnaires qui nous avaient aidés au début. Et clairement, en adaptant notre plan de développement de, disons, d'une dizaine d'hôtels par an, on aurait pu, au bout de 25 ans, avoir une chaîne de 300 ou 350 hôtels et être majoritaire, ou avoir 40% chacun ou 50% chacun de cette chaîne. Effectivement, on serait beaucoup plus riche aujourd'hui. Hein, parce que d'abord, on ne payerait pas l'ISF, hein, alors qu'on paye l'ISF. Bon, et puis, on n'aurait pas, effectivement, on n'aurait pas été à la merci de l'appétit de fonds d'investissement agressifs, hein, activistes, pardon. Bon, et on avait le 3e choix, et c'est celui qu'on a pris. On se dit, on développe à toute pompe, on peut devenir leader mondial, et ça, on avait 45 hôtels à l'époque. On peut devenir en 20 ans leader mondial dans notre profession. Hein, on est français, il n'y a que les Américains en face, et c'est quelque chose qui n'est pas idiot. Mais ça veut dire des participations partout, toutes les opportunités, et très clairement, au bout du compte, on aura 2 ou 3% de la société, mais on peut faire un groupe mondial. Et c'est l'option qu'on a prise. Moi, j'étais un peu influencé par ce que j'avais vécu quelques années chez IBM. J'avais trouvé cette société extraordinaire. Et les Watson, le père Watson avait fondé la société après la guerre de 14. La famille Watson avait 2% du capital et elle dirigeait encore la société. Je me suis dit, bon. Et en fait, avec notre petit capital, que nous avions 2-3% du capital, jusque, je dirais, en 2005, on a dirigé la société. Parce qu'on était respecté en tant que manager, on avait des actionnaires financiers, etc. Et puis en 2005, il est clair que nous avons passé la main, complètement. Vous étiez jeune, moi j'avais quand même 2 ans de plus que vous, c'est-à-dire j'avais 74 ans à l'époque, non 73. Et donc, il était temps qu'on passe la main, c'est très clair. Et là, pour des raisons difficiles à raconter, elles sont très longues, elles seraient trop longues, les financiers ont pris le pouvoir. Ils ont pris le pouvoir complètement. Et parmi ces financiers, il y a eu des fonds d'investissement, qu'on appelle des fonds d'investissement activistes, qui ne recherchent essentiellement le profit à court terme. Et c'est là où il y a eu une déviance de notre philosophie, qui était la finance au service de l'entreprise, et l'entreprise est devenue au service de la finance. Et ça a été le cas au cours des 4 ou 5 années qui ont suivi. Alors aujourd'hui, il y a une nouvelle ère qui s'ouvre pour Accor. C'est un de ces financiers que nous connaissons très bien et qui n'était pas le plus activiste de nos fonds d'investissement, qui est devenu le président du groupe. Donc il est passé de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire aujourd'hui il se trouve dans la position d'entrepreneur, c'est-à-dire avoir envie d'investir dans des acquisitions, de ne pas forcément rendre aux actionnaires, vendre les bijoux de famille pour rendre l'argent aux actionnaires, soit sous forme de rachat d'actions, ce qui augmente leur participation, ou de dividendes excessifs. Hein. Et donc, je pense qu'on va retrouver un juste milieu, c'est-à-dire donner aux actionnaires un rendement raisonnable, mais consacrer le maximum de notre possibilité financière pour des acquisitions et repartir vers une ère de croissance qui est possible dans notre métier. Bien, merci beaucoup. Oui, mais en fait, s'il y a une dernière question, une toute dernière question. Il y avait une dame qui avait levé la main, voilà. Bon, je vais apporter le micro. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur. J'ai une question, c'est plutôt sur le problème culturel, parce que vous avez dit qu'il y a un problème culturel existe, c'est-à-dire quelque chose qui marchait aux États-Unis ne marche pas en Europe. Et moi, j'ai entendu parler qu'une autre entreprise française, Renault, qui a eu un problème pendant le premier entrée dans le marché chinois. Après, c'est pour ça que Renault, il a perdu son opportunité en Chine maintenant.
Et j'ai regardé sur Internet, votre revenu, c'est environ 71% en Europe et en Asie, je sais pas, c'est plutôt 18%. Ouais. Mais, et donc, c'est pour ça que je voudrais vous demander, c'est quoi votre stratégie internationale? Est-ce que vous avez une ambition dans le monde non européen? Est-ce que vous avez observé des difficultés communes entre le développement international pour les Français? Vous pensez que les entreprises françaises sont fortes dans l'adaptation culturelle dans les autres cultures ou pas? Merci. Alors, j'ai une question très intéressante que vous posez là parce que nous avons constaté, quand on a commencé à vouloir se développer sur le plan international, on saturait la France de Novotel et d'Ibis. Donc on s'est dit, il faut bien aller à l'international. Alors pour nous, l'international, ça a commencé à être par la Suisse et la Belgique. Par les Français, ça a aidé quand même. Donc on est parti là, on a essuyé des échecs, on a eu beaucoup de mal. On a eu énormément de mal en Angleterre, en Allemagne, au Brésil. On a failli couler à cause du Brésil. On a eu beaucoup de difficultés. Mais finalement, nous avons maîtrisé peu à peu et nous sommes devenus une vraie société internationale. Quand vous regardiez les Américains qui avaient un territoire et un marché intérieur énorme, ils n'avaient pas besoin d'aller tellement sur le plan international. Et quand on allait voir les collègues, et je leur disais, est-ce que vous allez faire d'autres produits, décliner d'autres? Ils disaient non, on a notre produit, il est très bien. Est-ce que vous comptez aller à l'international? Ils disaient, oui, peut-être au Canada, mais donc ils n'allaient quand même pas très loin. Parce qu'ils avaient un tel marché intérieur, quand vous êtes un petit pays, vous êtes obligé de faire ce pas vers l'international. Le seul problème, c'est que la France a cru longtemps qu'il était un grand pays. Donc on a cru qu'on était un grand pays et on a été un grand pays. Mais c'était sous Louis XIV. Ça fait quand même un bail. Donc aujourd'hui, on n'est plus un grand pays. On doit être un pays qui allons dans les autres. On doit être exportateur. On doit aller créer des entreprises et créer des filiales. Mais aujourd'hui, Accor sait le faire. Alors on a des échecs, hein, parce que le marché chinois, par exemple, on y travaille depuis 20 ans, 25 ans bientôt. Celui qui a été le premier là-bas, Christian Mur, est là dans la salle. C'était il y a 25 ans, donc vous avez commencé 30 ans. Donc ouais, c'était quand même un gros travail. Mais maintenant, le marché chinois, on sait très très bien comment l'appréhender. Si on veut se développer, on se développera. Si on ne veut pas, on ne le fera pas. L'Indonésie, on sait faire. L'Inde, on ne sait pas faire encore. Les Indiens, ils sont difficiles. Hein. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais on a cette capacité aujourd'hui chez Accor à se développer sur le plan international. Et des sociétés françaises, aujourd'hui, sont obligées de le faire. Elles sont obligées, même Renault, oui, ils ont bien commencé avec les accords avec le Nissan, avec le Japon, etc. Bon, ils ont quelques échecs comme tout le monde. Mais... Ouais, si vous voulez, aujourd'hui, on est quand même leader sur pratiquement tous les continents en dehors des États-Unis, hein, de l'Amérique du Nord. On est leader en Amérique du Sud. On est leader incontestable. Si vous voulez, en Australie, c'est difficile d'éviter Accor. Hein. Vous trouverez un hôtel Accor à Sydney. Il doit y avoir combien? 18 hôtels Accor à Sydney. Il y en a plus de 100. Il y a plus de 120, etc. Donc, si vous voulez, en Afrique, il est très clair, en Afrique du Nord, bien évidemment, dans le monde arabe, nous sommes leaders. En Afrique subsaharienne, nous sommes leaders. Donc, je pense qu'on a une capacité, hein, mais ça provient des hommes, effectivement, une capacité à s'adapter beaucoup mieux que les Américains dans des cultures différentes. Et je dirais que pour moi, on peut s'adapter dans tous les pays du monde. Et j'espère qu'on va s'adapter. Bon, je connais mal l'Asie en ce qui me concerne, en tout cas la Chine, entre autres. Bon, mais il n'y a pas de raison qu'on ne s'adapte pas à la Chine. Nous avons des centres de formation dans 15 langues différentes. On a des centres de formation en portugais, en espagnol, en arabe, etc. Donc on a quand même, et je ne vois pas pourquoi les Français, sauf ceux qui sont coincés, qui n'ont pas l'esprit, ou comme Paul disait, qui considèrent que ils sont sur leur marché intérieur. Mais notre marché intérieur, on va devenir un confetti, la France. Hein, peut-être pas dans le tourisme, on sera comme la Grèce un jour, donc on sera toujours un pays attractif pour le tourisme. Moi, ça sera bien.
Enfin, nous, on ne veut pas être simplement récepteur, on veut être aussi exportateur. Donc, si vous voulez, il y a des grandes possibilités. Je pense que les Français sont aussi capables que d'autres de conquérir le marché extérieur. Bien, merci à tous pour vos questions. Merci Monsieur Dubrul, merci Monsieur Pélisson, merci Monsieur Bozek. Merci à LiveShots pour les photos, merci à Téléscope pour la vidéo. Je vous informe que le livre de Monsieur Bozek, donc Le bonheur d'entreprendre, est en vente à la sortie de l'amphithéâtre. Et je vous donne très vite rendez-vous le 4 décembre, mercredi 4 décembre prochain, en Amphigélis pour rencontrer Valérie Pécresse. Voilà, merci à tous, encore une fois, et à bientôt j'espère. Merci.